Merci, Monsieur le Premier ministre. Merci à vous. Ok. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Premier ministre, François Lucien Fall, pour votre brillante intervention. Je voudrais avoir une confirmation de votre part, parce que vous avez eu à dire ici que suite à ces événements, M. Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies d'alors, avait dépêché en Guinée une mission de vérification, et à la suite de quoi les Nations Unies se sont intéressées à cette affaire. Vous confirmez donc, puisque la conséquence a été la mise en place d'une commission d'enquête internationale. Alors, vous confirmez donc que cette commission d'enquête internationale est née d'une décision des Nations Unies et non d'une quelconque volonté politique d'alors? Oui, si vous regardez dans vos dossiers, vous verrez la copie de la lettre du secrétaire général Ban Ki-moon adressée au Conseil de sécurité. C'est son mandat. Il attire l'attention du Conseil de sécurité chaque fois qu'il y a des violations graves et il a informé le Conseil qu'il se propose d'envoyer une mission d'établissement des faits en Guinée. Et donc c'est le secrétaire général qui l'a envoyé et le Conseil de sécurité a entériné et a saisi la CPI, parce que le secrétaire général n'a pas capacité pour saisir la CPI, le droit de saisir ne lui appartient pas, mais le Conseil de sécurité peut le faire. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Mais je dirais en amont que déjà la CEDEAO avait déjà pris des décisions, des sanctions, l'Union africaine aussi avait pris des sanctions, et donc c'est remonté jusqu'au niveau des Nations Unies, c'est en ce moment-là que la mission est arrivée ici. Donc c'est une initiative des Nations Unies. Donc c'est parti, la création de la commission d'enquête internationale est partie de l'initiative des Nations Unies. Absolument. Très bien. Je voudrais continuer parce qu'il a été soutenu ici que les événements du 28 septembre 2009 résulteraient d'un complot entre M. Sekouba Konaté, Alpha Condé, Abouakar Diakité Ditumba. Et vous avez expliqué ici, vous comme M. Baouri, que c'était pour contester l'éventualité d'une candidature du président Dadis aux élections présidentielles. C'était à la suite d'un complot de ces trois, ou bien c'était pour faire barrage à l'éventualité d'une candidature qui était annoncée et dont déjà il y avait beaucoup d'actes préparatoires qui matérialisaient cette volonté? Je crois que j'ai longuement parlé de cette question et très clairement, c'était une décision unanime des leaders des forces vives. Nous avons tenu plusieurs réunions et toutes les réunions se faisaient au siège de mon parti à Taouia. Nous avons tenu plusieurs réunions et c'était une décision unanime. La thèse de complot, je crois que ceux qui l'ont avancée, c'est eux qui assument cette responsabilité. Pour ma part, moi je sais que nous n'étions pas dans cette logique, nous étions dans une logique, donc consensus des leaders des forces vives pour faire ce meeting. Et pour mettre en évidence, en exergue, cette thèse de complot, alors il a été soutenu que vous, autres leaders, vous aurez été manipulés et vous aurez été tournés dans la farine par M. Alpha Condé. Et une telle affirmation n'est-elle pas une insulte à votre intelligence? Bon, écoutez, nous sommes dans une situation où je crois que chacun peut dire ce qu'il pense. Mais pour notre part, nous savions que c'est... Vous savez, les forces vives, avant même l'avènement du CNDD, les forces vives existaient. Les forces vives ont existé bien avant l'avènement du CNDD. Okay. C'était une coalition de partis politiques, de la société civile et des syndicats
qui s'est mise en place depuis les années 2006, comme ça, je crois bien. Et pendant de longues années, il luttait pour l'avènement de la démocratie en Guinée. Et donc, après la mort du général Lansana Conté, quand l'armée a pris le pouvoir, les forces vives ont continué. Et quand les forces vives ont eu l'engagement avec le CNDD et que les membres du CNDD ne seraient pas candidats, au début, les forces vives accompagnaient le CNDD. Nous tous. Et surtout que le CNDD avait pris des mesures très positives en luttant contre le narcotrafic et moraliser la vie politique et autres, la vie administrative et autres. Les forces vives l'ont accompagné. Jusqu'au moment où les forces vives se sont rendues compte que le CNDD voulait s'intéresser aux élections alors qu'ils avaient pris l'engagement devant la classe politique et devant la communauté internationale, devant le groupe de contact international, qu'aucun membre du CNDD ni du gouvernement ne pouvait être candidat aux prochaines élections. C'est la seule raison pour laquelle nous avons décidé d'organiser et de nous opposer à cette candidature. Okay. Merci. Et lorsque vous lisez la déposition de M. Thibou Camara, M. Thibou Camara parle des manifestations qui étaient organisées par le CNDD et d'ailleurs il s'était fondé sur ça pour demander au président Dadis qu'il ne pouvait pas s'opposer au meeting que vous projetez, que même s'il voulait obtenir un report de ces meetings. Alors, est-ce que dans ces conditions, vous trouvez normal que le président Dadis et le CNDD organisent des mouvements, des manifestations de soutien à sa candidature d'un côté et que de l'autre côté, alors ils s'opposent à ce que vous vous organisiez à l'époque, le meeting du 28 septembre? Cela est exact. Il y avait beaucoup de manifestations, il y avait des regroupements. Nous sentions visiblement que presque toutes les préfectures étaient déjà touchées. Il y a eu la réunion des élus ici, avec le CNDD, où on a compris qu'on est en train de toucher même la racine, la base même. Et nous avons vu aussi des réunions à Fria, le voyage du président du CNDD à l'Abbé, aussi le discours de Aboulbiné, de même que le passage du président Ouad. Moi-même, comme je vous l'ai dit, je revenais de Cancan. J'étais allé à Cancan pour quelques jours avant le 28 septembre. J'ai vu qu'à Cancan, les gens étaient prêts aussi à recevoir la délégation du CNDD. Nous avons compris qu'il y avait une campagne. Puisque eux, ils faisaient des meetings partout, pourquoi pas nous? Donc, nous avons dit, nous allons faire notre meeting. Et c'était notre droit. C'était un droit, on va me dire que ce n'est pas un droit concerné par la Constitution, était interdite. Mais les textes, tous les textes internationaux concernant les droits de l'homme, concernant la Convention des droits civils et politiques, auxquels la Guinée a adhéré, nous autorisaient à nous réunir. Et c'est ce que nous avons évoqué. Très bien. Je continue. Et est-ce que malgré toutes ces manifestations, ça et là, et les efforts qui étaient en cours, les interventions des religieux, et si le groupe de contact aussi, je vais bien parler du groupe de contact qui était là, qui se battait pour dissuader le président Dadis. Est-ce que si le président Dadis avait eu un sursaut patriotique en faisant une déclaration pour dire qu'il ne sera pas candidat, pour vous rassurer, serez-vous parti à ces meetings? Bien sûr que on aurait applaudi. Et honnêtement, moi je dis qu'il y a eu plusieurs choses qui se sont passées qu'on aurait pu éviter. Par exemple, lorsque les forces vives ont demandé à rencontrer le président du CNDD, s'ils nous avaient rencontrés, cela aurait évité les événements du 28 septembre. Ça, c'est la première des choses. Malheureusement, on ne nous a pas reçus. Deuxièmement, l'appel du président du CNDD la nuit du 27, un appel tardif, était inopportun s'il avait appelé 1 ou 2 jours à l'avance, même avant d'aller à l'Abbé. Parce qu'avant qu'il n'aille à l'Abbé, il savait qu'on allait organiser le 28 septembre. Ce n'était pas caché. On parlait, nous tous, on a fait des interviews dans les radios ici, pour dire que le 28 septembre, nous allons dire non. Et donc, s'il avait convoqué les forces vives avant le 28 septembre, pour qu'on ait cette discussion, cela aussi aurait évité le massacre du 28 septembre. Et dans tous les cas, je pense que s'il avait fait cette déclaration, qu'il n'est pas candidat, je pense que les choses seraient très très bien. Mais le groupe de contact même était venu ici.
et a eu des entretiens avec le CNDD. Eux, ils ont voulu justement qu'il y ait cette manifestation, qui réitère cette volonté qu'aucun membre ne serait candidat, et ils ne l'ont pas fait. Et le groupe de contact est reparti avec la certitude que le CNDD veut présenter une candidature. Et comme nous suivions ce que c'était Chambas à l'époque qui dirigeait le groupe international de contact, et puisque nous savions que c'était la décision cachée, ce n'était même pas caché, mais c'est la décision du CNDD, nous avons dit, si nous ne le levons pas, ce sera trop tard pour nous. Alors, c'est pour ça que nous avons voulu faire le meeting. Très bien. Vous avez eu à dire ici que vous avez été bloqué à un moment donné, intercepté par le colonel Tchegoro avec ses éléments à la hauteur de la Fondis, et une longue discussion, sur ce fait s'est engagée entre vous. À l'effet de reporter le meeting, vous le confirmez? Oui, tout à fait. Nous l'avons rencontré avec un groupe de gendarmes qui était avec lui au niveau de Fondis. Nous avons eu une longue discussion avec lui et lui voulait qu'on reporte et nous on insistait pour qu'on aille rencontrer nos militants qui étaient déjà rassemblés, des milliers de personnes. Et donc on ne s'est pas entendu et quand la foule est venue, donc on est passé. Cette demande de report, est-ce qu'elle était opportune? Est-ce que c'était le lieu, le moment? Est-ce que les circonstances s'y prêtaient? Je viens de dire tantôt que si le président du CNDD avait accepté de recevoir la délégation des forces vives, je crois que notre collègue Baouri l'a largement expliqué la dernière fois, puisque nous étions un groupe bien organisé. On avait désigné Jean-Marie Doré et Baouri et un autre pour aller rencontrer le CNDD, pour aller exprimer nos inquiétudes. Si le président du CNDD les avait reçus, ils auraient eu une discussion avec eux. Pourtant, on avait plusieurs réunions avec le président du CNDD. Les réunions se faisaient généralement dans les locaux de la RTG. Mais il n'a pas accepté qu'on le rencontre. Mais si on l'avait rencontré, cela aurait évité beaucoup de choses. Mais l'appel tardif ne pouvait pas marcher. D'abord, Sidia, à 2 h du matin, ne pouvait pas réveiller les autres. Et pour prendre une telle décision, il fallait une plénière. Et prendre une plénière, ça veut dire que nous aurions renoncé au meeting du dimanche, alors qu'on avait mobilisé déjà des milliers de personnes. Ça aurait été, je crois, très très mal interprété par nos propres militants. Donc il y avait une décision inopportune qui avait été prise. L'appel est venu trop tardivement. Je crois que le CNDD a eu la possibilité d'éviter ce qui est arrivé. Malheureusement, la décision n'a pas été prise. Et c'est ce qui nous a mené à cette catastrophe. Merci. Maintenant, parlons des événements, des malheureux événements proprement dit. Alors, lorsque les tirs ont retenti, et vous avez dit que vous avez aperçu M. Aboubakar Diakité Ditumba, il est venu vers vous et vous confirmez qu'il s'était bien adressé à vous et il vous a demandé de le suivre? Oui, on l'a vu monter, nous étions à la tribune, il y avait les tirs sur le terrain, dans le stade, il y avait la panique générale, les gens fuyaient, les gens essayaient d'escalader et on a vu Touba monter. Nous, de ma position d'ailleurs, on le voyait très bien parce qu'il est monté de bon côté. Et donc, quand il est monté, il a demandé où sont les leaders. Nous étions déjà debout. Tout le monde était debout, on était arrêtés. Quand il a dit où sont les leaders, venez. Au moment où juste quand on a voulu prendre les escaliers, c'est en ce moment que les assaillants ont commencé à nous donner des coups. Voilà. Est-ce qu'en ce moment précis, avez-vous vu M. Aboubakar Diakité Ditumba porter une arme sur vous? Était-il armé? Non, Toumba n'était pas armé. Il n'avait pas de fusil, il n'avait pas de matraque, il avait les mains nues. Il n'avait pas d'arme. Il n'a rien fait là-bas, il n'a touché personne. Alors, il a été même débordé parce qu'on a été assaillis littéralement et les premiers coups sont arrivés. C'est là où on a été blessé d'ailleurs, la plupart. Ouais.
Tout le monde a eu, les gens ont eu la tête fêlée, Boubacar Silla, Bahouri lui-même, Sidia, Mokhtar, d'autres ont été battus, côte cassée et autres. Non, c'était ça. Oui. Donc c'est pendant ces temps, le groupe des Marcel, armé des Gourdins, était là en train de vous sarceder des coups. Exactement. Ok, d'accord. Et vous aviez dit ici que M. Diakité Ditumba est parvenu difficilement à vous extirper des lieux et à vous conduire vers son véhicule. N'est-ce pas la preuve d'une bravoure qui vous a permis d'avoir la vie sauve ces jours-là? Non, moi je n'ai aucun doute là-dessus et je crois que mes compagnons d'infortune aussi disent la même chose. Nous sommes tous d'accord que si Toumba ne nous avait pas extrait du stade, on aurait passé de très mauvais moments à l'intérieur du stade. Je ne sais pas comment ça se serait terminé. La violence de l'attaque était telle que nous aurions certainement subi des préjudices graves. Ce qui se passait, c'est que quand Toumba a commencé à dire il essayait de protéger d'un côté et les gens passaient de l'autre. C'était un peu comme quand le loup tourne autour d'une proie. C'est exactement comment nous étions. Donc si nous ne nous avions pas extirpés en ce moment et de nous faire sortir, je suis certain qu'on aurait succombé certainement à l'intérieur du stade. Et c'est ce qui nous a sauvé la vie. Tout pouvait se faire à l'intérieur du stade là-bas. Merci infiniment pour ces témoignages palpitants. Vous aviez eu à parler d'autres leaders qui ont été sauvés avec vous, par M. Aboubacar Diakité Ditumba. Il vous a tous conduits vers son véhicule dans lequel il vous a embarqué. Alors, pouvez-vous nous citer les noms des autres leaders qui étaient avec vous? Parce que il y a parmi ces leaders un dont le cas fait l'objet des débats. Vous pouvez nous les citer? Nous étions 3 à l'intérieur du stade que Toumba a extirpé, à l'intérieur du stade. Sidia, Touré, Mokhtar Diallo et moi. Quand nous sommes arrivés sur l'esplanade, c'est là où on a trouvé Jean-Marie blessé, battu, blessé. Et on est partis ensemble de l'esplanade du 28 septembre pour la clinique et de la clinique vers l'état-major de la gendarmerie. Moi, je le dis, je crois que Sidi a dit la même chose, je crois que Jean-Marie aussi a dit la même chose. Et je ne sais pas, je ne crois pas si je me trompe, mais Jean-Marie était avec nous. La preuve est que nous sommes arrivés ensemble à l'état-major de la gendarmerie. Et personne d'autre avec nous, à part Jean-Marie, Sidia, Mokhtar et moi, nous avons été déposés à 4 à l'état-major de la gendarmerie. Donc, vous êtes formel que M. Jean-Marie Doré était avec vous. Oui, Jean-Marie. Et il y a M. Bahouri qui a dit la même chose. Voilà. J'ai écouté Bahouri. Bahouri était avec le colonel Tchegoro et c'est ce qu'il a dit. Moi, je n'ai pas vu Bahouri, sauf quelques jours après. C'est où je l'ai vu. Mais Bahouri a affirmé qu'il est parti à la clinique après nous avec Selou. Il n'a dit à aucun moment qu'il était avec Jean-Marie. Merci. Moi, je dis que Jean-Marie était avec nous. Sidi a dit que Jean-Marie était avec nous. Et je crois que Bahouri dit la même chose. Jean-Marie dit au GMJ de la même chose. Jean-Marie Doré dit la même chose également. Merci d'avoir levé l'équivoque avec cette précision détail. Vous aviez dit que M. Aboubacar Diakité Ditumba vous a embarqué à bord d'une Jeep. Vous le maintenez? Ça avait l'air d'une Jeep, oui. Ça avait l'air d'une Jeep, oui. C'était de quelle couleur? Grise, elle était sombre en tout cas. Elle de était couleur sombre? Sombre, je ne sais pas, noire. En tout cas, elle était de couleur sombre. Mais pourtant, pourtant, je vous pose la question en pleine connaissance des causes. Il y a colonel Blaise Gomou qui a soutenu ici avoir vu M. Aboubacar Diakité Ditumba descendre d'un pick-up de couleur blanche. Avez-vous vu ces pick-up de couleur blanche? Non, on n'était pas dans un véhicule de couleur blanche. Merci pour la précision, c'est important. Et
M. Aboubacar Diakité, bien avant vous, a eu à déclarer ici que lorsqu'il a conduit les leaders à son véhicule, les leaders qu'il a eu à sauver, qu'après, il est retourné au stade. Vous venez de faire la même déclaration ici. Vous le maintenez? Oui, quand Toumba nous a embarqués dans son véhicule, de l'intérieur du stade, on a trouvé le véhicule garé là-bas, sur l'esplanade. Il nous a embarqués, il est reparti en courant vers l'intérieur du stade. C'est pendant ce temps que nos assaillants ont continué à nous agresser. Et quelque temps après, on l'a vu revenir toujours au pas de course de l'intérieur du stade. Il est revenu seul. Ça, c'est clair, c'est formel. Merci, merci. Vous vous rejoignez avec mon commandant. Je poursuis. Puisque M. Aboubacar Diakité Ditumba est renvoyé devant ce tribunal criminel pour des infractions précises, je vais vous poser des questions relativement à ces infractions. L'avez-vous vu en train de tuer en tirant à bout portant sur des manifestants? Non. Je ne l'ai pas vu. Okay. L'aviez-vous vu en train de violer? Non. Vous allez faire un effort, parler dans le micro. Oui, non, je ne l'ai pas vu. Ok. L'aviez-vous vu en train de violer? Non. L'aviez-vous vu en train de voler? Non. L'aviez-vous vu en train de piller? Non. Est-ce que vous avez vu M. Diakité en train de donner des instructions à une quelconque personne à l'effet de tuer, de piller, de violer au stade du 28 septembre? Non. La seule fois où je l'ai vu parler avec quelqu'un, c'est quand il parlait à Marcel, à la clinique, et qu'il fallait nous laisser rentrer à la clinique pour nous soigner. C'est la seule fois. Merci. Et vous avez eu à parler de la discussion très surchauffée, entre M. Aboubacar Diakité Ditumba et M. Marcel. Parce que Marcel s'opposait farouchement à votre admission à la clinique Ambroise Paré, avec la menace de faire exploser la clinique Ambroise Paré. Vous confirmez cela? Oui, tout à fait. Je pense que non seulement je le confirme, mais si vous demandez aux médecins et infirmières qui étaient de garde ce jour-là, ils vous le diront. Ils étaient présents, ils étaient sur le seuil, prêts à nous recevoir. Et donc, quand il y a eu l'altercation entre Marcel et Toumba, Marcel s'est opposé à plusieurs moments. Et quand ils sont revenus, il n'y a pas eu d'entente. Quand il a menacé avec la grenade, les médecins même ont fui. Et je pense que si on était rentré, il y aurait eu la catastrophe dans cette clinique ce jour-là. Okay. Et pendant ce temps, M. Tchegboro était présent. Tchegboro était sur les lieux. Il a essayé. Oui. Il a essayé de parler à Toumba un moment. Est-ce que était-il intervenu pour dissuader Marcel à l'effet de renoncer à son dessein criminel tendant à faire exploser la clinique? Je l'ai vu à un moment essayer de parler à Marcel. C'est de courte durée, mais il a essayé. Marcel n'écoutait personne ce jour-là. Okay. Donc, vous êtes formel que c'était bien Marcel. On peut demander au tribunal de le faire passer ici. Vous pouvez le reconnaître? J'ai dit que j'ai vu Marcel à l'intérieur du stade. Là-haut, je ne l'ai pas bien observé. Mais à l'intérieur du stade, puisqu'on est resté un moment où il tournait, il nous a frappé. Oui. Je l'ai vu me frapper, je l'ai vu frapper Sidia. Je l'ai revu sur l'esplanade où il a tourné pendant que Toumba était allé à l'intérieur du stade. Parce que Toumba nous a laissé la voiture, il est parti en courant vers l'intérieur du stade. Je l'ai revu. Et je l'ai encore vu plus clairement et Toumba était en train de lui parler par son nom. Je l'ai vu à la clinique. Comme je l'ai dit, vous ne pouvez pas avoir votre bourreau devant vous en plein jour et oublier ce visage. Ce n'est pas possible. Okay. Ce n'est pas possible. Si vous voyez quelqu'un qui vous frappe, vous garderez cette image-là de lui.
Merci Surtout bien. que vous n'êtes pas resté 1 minute avec lui. Plusieurs moments, on est resté avec lui. C'est bel et bien Marcel qui était là et qui nous a frappés. C'est bien Marcel. Ok. Et saviez-vous que, contrairement aux affirmations des bienfaisances dont le président Dadis a fait état ici, saviez-vous qu'il a fallu une médiation menée par les leaders religieux sous la direction du ministre Koutoubou Sano que le président Dadis a ordonné votre mise en liberté pendant que vous étiez à la clinique? Vous le saviez? Non, je n'étais pas dans le secret, mais lorsqu'ils sont venus, la délégation est arrivée, ils nous ont dit qu'ils ont vu le président du CNDD et que le président du CNDD a bien voulu accepter de nous laisser partir chez nous. C'est ce qu'ils nous ont dit. Donc, je suppose que c'est justement cette délégation qui a mené les négociations pour notre libération. Ça, c'était visible. Bon, monsieur Koutoubou Sano l'a dit. S'il vous plaît. Bon, les techniciens, je pense que c'est tous ces 3 micros-là, on n'entend pas bien. Là, ça marche. Là, ça marche. Bon, je vais parler. Celui-là? Lui, il ne marche pas. Celui-là marche. Oui, celui-ci. Oui, d'accord. Allez-y, maître. Bon, monsieur Koutoubou Sano l'a dit. Il l'a dit dans un ouvrage, j'ai produit le document au dossier, que vous n'étiez pas des hommes libres là-bas. Il a fallu cette médiation. Visiblement, nous n'étions pas libres. Nous savions qu'une fois que nous étions à la clinique, on voulait même nous empêcher de téléphoner. Nous étions bel et bien détenus. Il y avait des gendarmes qui gardaient, qui étaient à la porte. Et nous étions prisonniers. C'est évident. Depuis l'instant qu'on est allé à la gendarmerie, on était en détention. On a reçu quelques petits soins, mais ce n'était pas suffisant. Mais nous étions bel et bien en détention. Très bien. Je voudrais continuer. J'allais passer par rapport au véhicule de M. Abouakar Diakité Ditumba. Lorsqu'il vous a fait embarquer, n'avez-vous pas constaté la présence d'un civil qui occupait le siège opposé à celui du chauffeur qu'on appelle communément côté escroc, chez nous ici? Non, il y avait quelqu'un dans le véhicule. Vous savez, nous sommes venus de l'intérieur du stade avec Abouakar Diakité Toumba. On est venu avec lui de l'intérieur du stade et on est venu, et quand on nous a embarqués, nous on n'était pas sur la place qui est à côté du chauffeur, il y avait une personne qui était assise là-bas. Je n'ai pas vu son visage, je ne peux pas dire qui c'était. Ok. Mais il y avait quelqu'un. Merci, nous savons. Mais la personne est restée silencieuse pendant tout le temps. Très bien. On ne l'a pas remarqué. Voilà, c'est M. Fromo. C'est lui. Oui. Voilà. Et lorsque vous êtes arrivé à l'aéroport, quand vous voulez sortir, où on vous a réservé un traitement et que vous ne compreniez pas, et puis il a fallu beaucoup de coups de fil pour que vous parveniez à sortir du pays. Est-ce que vous compreniez à présent que vous étiez devenus des personnes non grata dans votre pays suite à ces événements, en dépit de votre qualité de victime? Il est évident que lorsque nous sommes arrivés à l'aéroport, moi j'ai trouvé les collègues Sidia Touré et Jean-Marie Doré à l'aéroport. Quand je suis arrivé, j'ai donné mon passeport à mon chauffeur. D'ailleurs, avant que je donne mon passeport, j'ai vu Sidia et Jean-Marie. Sidia m'a dit, mon frère, on a bloqué notre passeport. Je lui ai dit, peut-être tu as un passeport diplomatique? Il a dit oui. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, moi je vais avec le passeport ordinaire. Et donc, moi j'ai envoyé mon passeport ordinaire par mon chauffeur, qui est revenu après, tout calme. Il m'a dit, ah, le commissaire, ils ont retiré le passeport. Donc j'ai compris que les instructions avaient été données aux autorités aéroportuaires de ne pas nous laisser sortir.
Alors, on a essayé de parler avec l'agence parce qu'on nous attendait à Abuja pour le sommet. L'agence a dit qu'ils ne peuvent rien, que ça c'est une affaire interne. Jean-Marie, qui avait ses entrées donc au CAL FAEA, a appelé le président du CNDD. Il a pris le téléphone, il l'a appelé. Ils ont parlé, après il a passé Sidia. Nous étions 3, mais moi je n'ai pas parlé avec lui. Les deux ont parlé avec lui. Il était plus familier avec Sidia et Jean-Marie que moi. Donc ils ont parlé avec lui. Et puis je les ai entendus dire oui, on va revenir, on fait le sommet et puis on revient. Donc c'est ainsi qu'il a, je crois qu'ils ont donné des instructions au commissaire de l'aéroport après. Et on nous a remis nos passeports. On est monté les derniers. L'avion était presque prêt. Et donc on est monté dans l'avion, ils sont partis à Abuja. C'est la raison pour laquelle je dis que nous n'avons pas fui Conakry en sortant par nos propres moyens. Non, nous sommes sortis de Conakry de cette manière. On a reçu les billets de la CEDEAO et on est allé pour le sommet qui discutait justement de la question guinéenne. Et c'est là où les sanctions sont tombées contre la Guinée. Donc quand nous sommes sortis, sachant comment on est sorti du pays, on n'était pas encouragé à revenir. On se disait, mais ces gens-là, certainement, ils ont quelque chose de mal contre nous. Et donc, on est resté. Et c'est ainsi qu'on est allé à Ouagadougou et puis tout le reste. Nous sommes revenus ici au mois de janvier 2010. Okay. Oui. Et pourquoi tous ces temps, en dehors du territoire national, pourquoi vous n'êtes pas revenu? Nous craignons pour notre sécurité. Nous sommes partis en octobre, on est resté en novembre et début décembre, quand il y a eu les événements du 3 décembre 2009, nous étions, chacun était de son côté, on avait quitté Ouagadougou. Et c'est après ça, quand il y a eu l'accord de Ouagadougou et que Jean-Marie est allé là-bas avec les autres, parce qu'il y a eu des discussions, et quand on a nommé le général Konaté comme président par intérim, il est venu à Conakry et avec la communauté internationale, ils ont demandé que les leaders reviennent. Nous n'étions pas les seuls maintenant, parce que d'autres aussi étaient partis, d'autres étaient sortis. Et nous craignons pour notre sécurité. Ils nous ont dit non, on va prendre les mesures de sécurité, on vous affectera de la protection. Et nous, on était à Paris, il y avait Jean-Marie, plutôt il y avait Selouda Diallo, il y avait Sidia, il y avait Alpha Condé et moi-même. Nous nous sommes retrouvés au restaurant, dans un restaurant, et on a longuement discuté à 4 pour savoir quelle était notre position, quelle position fallait-il prendre. Et on a dit qu'on a des protections ici, mais bon, chacun dans le groupe, certains n'y croyaient pas trop. Et finalement, moi j'ai dit je rentre. J'avais confiance, je suis rentré le premier. Et quand j'ai arrivé à l'aéroport, on m'a donné des militaires, on m'a donné, je crois, 6 ou 7 militaires comme protection. Et après, je les ai appelés. J'ai dit, je suis arrivé, il n'y a rien, effectivement. Ils nous ont donné la protection. Et entre-temps, le général Sekouba était déjà le président parce qu'il fallait qu'on revienne pour choisir le Premier ministre de la transition. Parce que Jean-Marie n'était pas choisi encore. Il fallait que les forces vives se réunissent pour choisir quelqu'un qui devait être le Premier ministre de la transition. Donc, quelques jours après, M. Alpha Condé est revenu, Sidia est revenu, Seloudal est revenu. C'est à la suite de ça que nous nous sommes réunis pour désigner Jean-Marie comme le Premier ministre de la transition. Je ne sais pas si vous avez suivi avec nous l'une de vos militantes qui vous a d'ailleurs précédé à cette barre, Madame Fatou Yaïbari, qui dit avoir été persécutée. Elle était à tout moment menacée et il a fallu même qu'elle change de domicile. Alors, je ne sais pas si elle vous a fait état de la persécution dont elle faisait l'objet. Je suis parfaitement au courant de ce qui est arrivé à Madame Marie. Elle était une militante active de mon parti. Une militante très active. Nous, on l'appelait Madame Diallo, Babeto. Elle était très active. Et le 28 septembre, je sais qu'elle a reçu beaucoup de sévices. Et même les éclats, il y a effectivement un éclat de balle dans la tête, c'est évident. Nous avons essayé avec Gandhi à l'époque, qui était le secrétaire général du parti, moi j'étais le président, et avec Gandhi nous avons essayé. Même l'ambassade de France, c'est moi qui avais négocié avec l'ambassade de France, parce que l'ambassade de France m'avait dit qu'ils avaient un service qui pouvait nous aider pour les victimes. Parce que la communauté internationale ici était très intéressée à l'affaire des femmes qui avaient été blessées ou violées. Et donc,
je me suis adressé à l'ambassade de France. Ils m'ont dit, il n'y a aucun problème, envoyez-la, on va la soigner. J'ai envoyé Mme Barry effectivement à l'ambassade de France. C'est ainsi que l'ambassade de France l'a prise en charge. J'ai écouté les débats. Elle n'était pas diplomate, mais elle a été prise dans ce cadre-là. Et non seulement elle, mais je dirais aussi que notre monsieur Mamadi Kaba, qui est de l'Organisation guinéenne des droits de l'homme, a joué un rôle très positif pour l'envoi de certaines femmes qui avaient subi des sévices au stade. Il y avait plusieurs militantes du parti de l'UFDG de mon ami Selou Dalein Diallo et des militantes de mon parti. Je crois que moi, je dois avoir 3 ou 4 personnes dedans. Et donc, le GDH avec la communauté nationale, ils ont aidé. Et moi-même, j'ai contribué aussi pour mes militantes qui partaient, ne serait-ce que pour leur donner de l'argent pour leur séjour. Et donc, on a arrangé pour les envoyer. Madame Diallo a subi des sévices graves. Et il y a un moment, là-bas, elle avait peur de rester chez elle. Les premiers jours, elle était comme nous-mêmes, parce que comme je l'ai dit le matin, nous-mêmes, on changeait de résidence toutes les nuits. Pendant au moins une semaine, on ne dormait pas chez nous. Et je suis sûr que mes autres collègues faisaient la même chose. Nous avions peur d'être traqués par ceux auxquels nous avons échappé miraculeusement au stade, qui nous reviennent nous attaquer à domicile. Et donc, Mme Diallo a été sérieusement éprouvée, et je confirme tout ce qu'elle a dit. Et jusqu'à présent, malheureusement, nous avons essayé. Ici, ils n'ont pas pu opérer parce que c'est un truc, il faut un neurochirurgien. Et je crois que ce serait très important que cela soit pris en compte. Et comme je l'ai dit ce matin, mon appel à ce tribunal, c'est au-delà des décisions que le tribunal pourra prendre. Il faudrait absolument que le tribunal daigne accepter de donner une compensation importante aux victimes du 28 septembre. Les personnes qui ont été assassinées et les femmes qui ont subi des violences. Je crois qu'une juste compensation ferait justice pour ces dames-là. Elle fait partie de ce lot. Elle a besoin de soins pour faire une intervention chirurgicale, pour lui enlever l'éclat qu'elle a. Elle a les radiographies. J'ai suivi tout. Je connais son état. Je connais très bien son état. Et je crois que c'est un fait malheureux. Elle fait partie des grandes victimes. Et je voudrais dire encore une fois ici, parce que j'ai vu des victimes ici à la barre, elles ne sont pas folles. Elles sont en train d'endurer le traumatisme qu'elles ont subi. Et ça compte. Les femmes sont souvent, il y a des parties de la femme, il y a certains gestes qu'on ne doit pas faire. Et donc elles ont subi vraiment des traitements inhumains. Et c'est le résultat. Et quand j'ai vu la dame la dernière fois parler ici, moi je connais parce que mes militantes qui étaient avec elle à Dakar la connaissent bien. Elle a été victime d'atrocités réelles. C'est évident. L'autre a eu le courage de dire ici qu'elle a été violée. La précédente, la première qui est venue. Ce n'est pas toutes les femmes qui peuvent avoir ce courage de se mettre devant le public en sachant que ce procès est suivi à la télévision dans le monde entier. Ce courage-là, nous devons l'honorer. Nous devons honorer ce courage-là et faire en sorte que avoir plus de compassion pour ces victimes que de penser que ces dames-là sont des folles. Elles sont loin d'être folles. Elles sont la victime des gestes inhumains qu'elles ont subis. Je souhaite que votre appel tombe dans de bonnes oreilles au-delà de ces tribunaux, puisque tout le monde suit ces procès pour que madame soit prise en charge. Son cas est très préoccupant. Je poursuis. Il y a eu des leaders qui ont été indemnisés. Je ne sais pas si vous en faites partie. Non, moi je n'ai pas reçu d'indemnisation. On me l'avait proposé. Jean-Marie était Premier ministre à l'époque de la transition. Moi j'étais porte-parole des forces vives. Je me suis trouvé un jour dans le bureau de Jean-Marie. C'est lui qui m'a informé qu'il allait indemniser, il allait nous indemniser, moi, pour les montants que j'ai payés pour mon opération et le transport pour aller me faire soigner. Et je lui ai dit non. Mais je ne savais pas le montant qu'il avait donné aux autres, mais moi, je n'ai pas accepté. Je n'étais pas au courant de ce qu'il avait donné aux autres. Mais moi, j'étais dans ce bureau, il me l'a proposé, je n'ai pas accepté. Pour des raisons personnelles, je n'ai pas accepté. Okay. Et à présent, qu'est-ce que vous sollicitez à titre de dommages et intérêts? Mon appel, je l'ai dit, moi je ne demande rien au tribunal. Je suis
ici pour dire que plutôt plaider pour les victimes des autres, les personnes qui ont subi des sévices graves, les personnes qui ont été assassinées, leurs familles. Je souhaite que le tribunal tienne compte de cela et qu'il y ait une juste compensation pour toutes ces personnes. C'est mon souhait. Moi, je ne demande rien. Je pense que nous devons nous unir pour aider ces personnes-là. Merci, Monsieur le Premier ministre. Merci, Monsieur le Président. J'en étais. Bon, encore une fois de plus, faites un effort. Monsieur Fall, Ce micro-là. parlez dans le micro. Je ne sais pas si ce sont les micros ou bien c'est vous. Je vous remercie, Monsieur le Président. Bon, je vais mettre là. Attendez, il veut le régler le micro avant qu'il... Non, c'est bon là, j'ai approché.